La suite du 10-12 sur LCI, c'est l'un des événements politiques de cette journée. Le Front National met tout sur la table. 2 jours de séminaire à partir de cet après-midi à huis clos pour se parler sans tabou. Cela 3 mois après la défaite de Marine Le Pen. Son parti peine à sortir la tête de l'eau. On va essayer d'avancer sur ce sujet, mais avant ça, on va rembobiner pour comprendre ce qui s'est passé. Après un débat d'entre-deux tours raté, une défaite mal digérée, Marine Le Pen fait son retour avec un séminaire placé sous le signe du renouvellement. Le Front National doit se dépasser lui-même. À ce nouveau mouvement doit peut-être correspondre, par exemple, un nouveau nom, très certainement une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle organisation. Parmi sa garde rapprochée, certains souhaitent tirer les leçons des récentes défaites. Nous devons ouvrir nos portes. Il faut que ce mouvement s'aère. Et donc, il nous faut rassembler, je le disais, encore plus largement, faire venir à nous des gens qui n'étaient pas intéressés par la politique, des gens qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite. Marine Le Pen l'a promis, tous les sujets seront mis sur la table, à huis clos. De l'euro aux inimitiés personnelles, cristallisées autour de Florian Philippot, vice-président du FN, et sa ligne ni droite ni gauche et anti-euro. Et les critiques pourraient même remonter jusqu'à la tête du parti. La capacité de leadership de la présidente du Front National est, me semble-t-il, en jeu, en tout cas pour certains. Ils le disent pour l'instant en privé. Pour réaffirmer son autorité et assurer la mue du FN, Marine Le Pen a 2 ans devant elle avant le prochain scrutin direct, les européennes de 2019. Le pari est risqué, les règlements de compte pas exclus, le timing est-il le bon? Voilà les questions que l'on se pose ce matin. Jérôme Rivière, vous avez été le porte-parole du FN pendant la campagne législative. Bonjour, vous êtes membre du Conseil stratégique et conseiller défense de Marine Le Pen. Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, vous enseignez également le droit public. Florian Sliniki, expert en stratégie de communication et fondateur de la French Com. Et Noé Gandillot du service politique de LCI. Noé, vous serez cet après-midi à ce séminaire que vous couvrirez pour notre chaîne et vous avez suivi de près la campagne de Marine Le Pen, campagne présidentielle puis campagne législative. Marine Le Pen qui au soir de sa défaite, le 7 mai dernier, avait déjà donné le ton. Le Front National, qui s'est engagé dans une stratégie d'alliance, doit lui aussi profondément se renouveler afin d'être à la hauteur de cette opportunité historique et des attentes des Français exprimées lors de ce second tour. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leur vœu et qui est plus que jamais nécessaire au redressement du pays. Voilà, cette recomposition, cette remise en cause. L'acte 1, c'est aujourd'hui, Jérôme Rivière ? L'acte 1, c'était au soir du 2e tour, quand Marine Le Pen, effectivement, tirant les conséquences de l'échec de sa candidature à la présidentielle, décide de lancer une véritable refondation du mouvement, ce qui est un geste fort, mais en même temps extrêmement bienvenu. Je crois qu'un parti politique... Et surtout nécessaire. Et nécessaire, un parti politique qui ne s'interrogerait pas sur les raisons d'un échec, puisqu'on souhaitait que Marine Le Pen soit élue présidente de la République. On n'a donc pas atteint notre objectif. Il était naturel de se poser les questions, de savoir les raisons pour lesquelles nous n'avions pas réussi, d'écouter le message des électeurs, et ensuite de regarder entre nous ce que nous souhaitions proposer pour que, à l'occasion de l'élection présidentielle dans 5 ans, nous soyons capables de la porter à la présidence de la République. Il fallait attendre la séquence des élections législatives parce que présidentielles, législatives sont finalement une seule et même grande séquence. Donc maintenant les choses sont faites. Elle a choisi, à l'issue du premier bureau politique, d'éviter quelque chose de bâclé où on aurait pu finalement s'entre-déchirer en quelques heures. Elle a mis un terme à cette possibilité en ouvrant sur un séminaire. On a eu des commissions, on a pu réfléchir, travailler. On va se retrouver là pendant 2 jours ce week-end pour pouvoir échanger très librement. Et à l'issue de tout cela, on présentera aux militants un certain nombre de questions. Ils arbitreront et on pourra se présenter devant les Français avec quelque chose de très clair pour les 5 années à venir. La première étape, c'est de régler les dissensions en interne ? La première étape, c'est en effet de régler les dissensions en interne. Alors on a eu une mise en scène de ces dissensions qui était très très dommageable ces derniers temps au Front National. Ça a été très très dommageable parce que ça a montré qu'il y avait des clivages dans le parti qui étaient profonds et qui s'exprimaient. Et qui plus est, ça a été dommageable parce que vous avez eu une remise en cause à travers Florian Philippot de la ligne de Marine Le Pen
depuis des années, qui est quand même la ligne qui a permis au Front National, justement, d'élargir son électorat. Donc, il y a pour le coup un trouble dans l'électorat Front National qui est très perceptible, avec toute une frange plutôt gauche, souverainiste, etc., qui est aujourd'hui très inquiète sur l'évolution du Front National et qui se tourne plus facilement vers Jean-Luc Mélenchon. Et d'un autre côté, une frange plus classique de l'électorat du Front National qui, elle, est plutôt tentée à regarder vers la révision, vers la réforme des Républicains qui va probablement avoir lieu si Laurent Wauquiez prend le leadership des Républicains, sachant que tout d'un coup, sur toutes les questions d'identité, la frontière entre Républicains et Front National sera beaucoup plus ténue et que donc un retour vers la droite dite classique serait pour cet électorat une possibilité, comme elle l'a fait sous Nicolas Sarkozy. Noé, vous avez suivi et la campagne présidentielle de Marine Le Pen et sa campagne pour les législatives. Est-ce que vous avez senti à quel moment ça commençait à craquer ? C'est très très simple. Ça a craqué le dimanche de l'entre-deux tours. C'est-à-dire que Marine Le Pen fait une première semaine de campagne assez parfaite, assez idéale, ponctuée le samedi par l'accord conclu avec Nicolas Dupont-Aignan. Et puis à partir du lundi, tout craque. Et ça se conclut avec ce point d'orgue calamiteux qui est le débat et qui a profondément marqué tout le monde au parti. On ne parle quasiment que de ça. Ça laisse des stigmates qui sont profonds et ça va être dur de passer à autre chose. Florian Philippot, lui, pour parler de ce débat, d'un bouc émissaire médiatique, c'est-à-dire qu'il considère que, lui, en fait, finalement, a pris à cause de ce débat et que c'est ce débat, qu'on se concentre que sur ce débat, mais qu'en fait, il n'a pas forcément tout changé. Mais c'est évident que ce débat a profondément marqué tout le monde, et en particulier les sympathisants et les militants. Stigmate, c'est vrai encore aujourd'hui ? J'entends, on cherche à dramatiser ce qui s'est passé parce que c'est plus intéressant et ça donne un peu d'attention. Le débat, Marine Le Pen est venue... Il y a eu des voix chez vous qui se sont émues quand même de la contre-performance de votre candidate lors de ce débat. C'est une contre-performance. La campagne, elle ne se résume pas à un débat. On a fait une campagne... Mais la défaite de Marine Le Pen s'est peut-être jouée sur ce débat. J'entends. Le débat est un élément... Le score, en tout cas. L'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Voilà. Elle a fait 34%. Mais j'entends bien. Je ne nie pas le fait que le débat est un élément... Elle est venue le dire sur TF1 quelques jours après en expliquant... Le débat n'a pas été à la hauteur des attentes. Donc c'est une réalité. Derrière, on ne va pas juste analyser le débat. On a toute une campagne. On a une campagne qui a commencé à Lyon avec 144 propositions, 2 journées complètes à essayer d'exposer aux Français nos propositions. Peut-être avons-nous été trop précis. Quand on voit qu'en face, Emmanuel Macron n'avait pas de programme, pas de proposition, et qu'il a finalement, malgré tout, réussi à obtenir des Français une majorité, peut-être avons-nous été dans trop de détails. Donc il y a toute la campagne qui était analysée, et je retiens, parce que je suis quelqu'un qui préfère voir le verre à moitié plein, je retiens qu'on a mené une belle campagne, que notamment, comme vous le disiez à l'instant, la campagne, la première semaine du début de l'entre-deux tours surprend tout le monde, parce qu'on est capable de faire une remontée extraordinaire. Donc oui, ça se termine, ça se conclut par un échec, d'où aujourd'hui la nécessité d'en parler. Mais vous savez, sur le débat, je me souviens de Jacques Chirac en 1988, il a fait un débat, il a perdu son débat terrible contre François Mitterrand. On l'a enterré, on a expliqué qu'il n'était pas capable d'être président de la République. Les mots, j'ai recherché dans quelques articles, les mots qui étaient utilisés à son égard étaient d'une très grande violence. En 1993, pour faire un terme de 5 ans, c'est lui qui choisissait le Premier ministre, c'est lui qui, après avoir incarné l'opposition, devenait la majorité. Donc je crois qu'en politique, à partir du moment où on arrive à trouver un projet clair et qu'on arrive à regrouper autour de soi une force importante, et c'est ce que nous allons faire autour de Marine Le Pen après ce séminaire, les choses sont possibles. Sauf qu'en politique, ce sont aussi les images qui marquent. On a parlé de celle du début de cet entre-deux tours, c'était le déplacement de Marine Le Pen, notamment à Whirlpool, doublant Emmanuel Macron qui va s'y rendre ensuite. Cette image, et alors vous avez un peu, vous dites voilà, le débat c'est une image parmi d'autres, mais c'est des images qui restent et qui marquent. Bien sûr, qui marquent profondément l'opinion publique et qui impactent immédiatement les résultats électoraux qui viennent ensuite. Et qui impactent l'image du candidat et l'image du leader ? Évidemment, d'ailleurs, on va y venir, mais la question des marques qui s'opposent, celle Marine et celle Front National, c'est aussi un débat qui est à poser. L'enjeu du débat d'aujourd'hui, il est au fond de réussir la normalisation qui a été saccagée par ce second tour. La dédiabolisation a été parfaitement maîtrisée et installée. Il reste aujourd'hui un processus de normalisation qui, en plus, au fond,
confronte Marine Le Pen et ses équipes à un nouvel handicap qui est l'absence du groupe, etc., qui est à l'Assemblée nationale, qui aurait pu, au fond, installer dans l'opinion publique l'idée que la normalisation continuait malgré tous les épisodes compliqués et d'affrontements internes. Or, ce n'est pas le cas et il s'agit donc aujourd'hui de passer à une nouvelle étape. Ce que vous dites, c'est que vous allez dialoguer. On entend beaucoup le mot règlement de compte, pas règlement de compte à OKFN. On va écouter ce qu'en pensent d'autres membres de votre parti. Il peut y avoir en effet des différences d'appréciation entre nous et c'est normal. On n'est pas une secte, on est un mouvement politique, donc c'est normal qu'il y ait des différences. Si parfois on peut avoir des sensibilités les uns et les autres, ou il y en a certains sujets que nous préférons aborder plutôt que d'autres, elle rassemble. Nous sommes un front, il y a des gens qui viennent d'horizons différents. Il y a des gens qui s'estiment, il y a des gens qui n'ont pas du tout la même vision. Voilà, c'est normal, il y a des inimitiés quelquefois, il y a des amitiés aussi beaucoup. C'est pas des clivages qui sont irréconciliables. C'est le début des explications. C'est très souriant, ça le sera peut-être moins, Noé, dans le huis clos de ce séminaire tout à l'heure. Ouais, c'est sûr. Vous voyez Nicolas Bay qui disait que voilà, ce ne serait pas forcément des règlements de compte. Bon, en off, il dit pas la même chose. Il dit qu'il y a vraiment des choses à dire à Florian Philippot, c'est très clair. Voilà. Et ça, il n'est pas le seul à me l'avoir dit. Beaucoup de cadres du parti sont excédés à la fois, d'abord par le fait qu'il ait défendu la sortie de l'euro, mais surtout par un problème de comportement marqué, en particulier par la création de son association Les Patriotes juste au moment de la défaite. Et ce que tout le monde me dit, c'est que Marine Le Pen, à ce moment-là, était extrêmement déçue parce qu'à ce moment-là où elle n'était pas bien, il n'a pas été loyal, il n'a pas été auprès d'elle. Au contraire, il lui a fait quelque chose qu'elle a profondément pas apprécié, c'est-à-dire créer une structure, on ne sait pas trop à quoi elle va servir, en parallèle du Front National. Oui, il y a eu des échanges d'aimabilité entre Marine Le Pen et Florian Philippot assez récents. Florian Philippot disant que Marine Le Pen avait peut-être besoin de prendre quelques vacances. Voilà, j'attends que Marine Le Pen redevienne elle-même. Elle a besoin de vacances. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de se couper de son allié la plus moderne? Réponse de Marine Le Pen. Non, en tout cas, moi, si j'ai besoin de vacances, Florian Philippot les a déjà prises. Ces vacances, c'était pendant la campagne législative. Franchement, il a une cible dans le dos, Florian Philippot, aujourd'hui? Non, je pense que le problème des personnes n'est pas le véritable problème. On a à l'instant entendu qu'il y avait un problème de fond. Par exemple, la ligne ni droite ni gauche. Non, mais ni droite ni gauche. Mais il faut parler du fond. C'est normal parce qu'il incarne médiatiquement ce parti. Par sa présence médiatique, il a incarné aux yeux des Français ce mouvement. Il est donc aujourd'hui assez ambivalent ou paradoxal de reprocher que le débat soit incarné. Il sera là, Florian Philippot, tout à l'heure, parmi vous? Il ne sera pas là. Si vous voulez, pour revenir sur le fond, par exemple, la question qui se pose de savoir, on dit ni droite ni gauche. Moi, je suis de droite populaire, je viens de l'UMP. En 2006, j'étais à l'UMP et je proposais des accords avec le Front National. Je ne vais pas changer de pied, je reste sur ces convictions-là et je pense que le Front National doit pouvoir laisser un certain nombre de personnes qui incarnent ces idées-là nous rejoindre et venir. Donc c'est ça ni droite ni gauche. Florian Philippot dit ni droite ni gauche. Plus que Florian, il y a des affiches du parti qui l'ont évoqué. Ça a été pendant longtemps une position du parti. Donc, comme l'a expliqué Marine, il faut à un moment réviser la façon dont nous nous positionnons. Parce que vous parliez de normalisation, moi je préfère le mot de décloisonnement. On a engagé pendant longtemps avec succès la dédiabolisation, c'est ce que Marine Le Pen a fait lorsqu'elle est devenue présidente du Front National, donc une dédiabolisation qui n'est pas terminée. Et on a besoin d'achever cette dédiabolisation. Maintenant, ce que vous appelez la normalisation, en fait, c'est la capacité à trouver des alliés. Donc c'est le décloisonnement pour que nous puissions faire ce qui a été fait avec Nicolas Dupont-Aignan et que d'autres nous rejoignent. Vous savez, quand Christian Estrosi... Ce qui n'a pas forcément très bien fonctionné pour l'instant. Effectivement, mais on a franchi une première étape. Vous savez, quand Christian Estrosi explique que Éric Ciotti, finalement, il a dépassé Jérôme Rivière, puisqu'on était dans le même département pendant un moment, c'est bien une façon d'essayer d'expliquer que nous sommes tous imbriqués les uns avec les autres et que quelque part, il existe évidemment, avec un certain nombre d'élus aujourd'hui qui prennent des positions qui, sur le papier, sont identiques aux nôtres, des conditions à réunir pour qu'on puisse parler. On ne va pas rester dans ce subterfuge qui est de faire croire aux Français qu'il existe des différences fondamentales quand on dit la même chose d'estrade en plateau. Il va falloir trouver les moyens et on a 2 ans pendant lesquels il n'y a pas d'élection. Donc c'est une période dont il faut profiter pour pouvoir dire les choses et établir les moyens d'un dialogue avec des gens avec lesquels on est en capacité demain, j'en suis certain, de proposer quelque chose aux Français. Vous dites on est au-delà des personnes. Vous dites on est au-delà des personnes, mais quand même, et pardon de revenir à Florian Philippot, c'est un caillou de plus en plus gros dans la chaussure qui semble de plus en plus gênant.
c'est un caillou de plus en plus gros, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est quand même l'une des images importantes du Front National et c'est surtout, d'une certaine façon, la caution de gauche du Front National. Tout à l'heure, vous parliez de décloisonnement. On décloisonne par rapport à quoi et par rapport à qui? C'est ça la vraie question. Parce qu'en fait, on a un paysage politique qui est profondément remodelé. Avant, vous aviez gauche-droite. Vous arriviez, parce que c'est la logique de la Ve République, à unir un camp, la gauche ou la droite, contre l'autre camp. Et si vous le mobilisiez, si vous l'unissiez mieux, vous gagnez les élections. Le problème, c'est que ça a été explosé, cette configuration-là, par les dernières élections. Vous avez aujourd'hui 4 camps, grosso modo, donc un camp plutôt Front National, un camp de droite, mais qui lui-même est profondément divisé et qui, avec le Front National, ne fait pas vraiment une majorité démographique. Parce que vous avez tous les constructifs, maintenant, qui en fait... Ils ne sont pas vraiment de droite. Hein. La question se pose... Oui, mais ça, c'est une autre question, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez toute une partie de la droite qui est beaucoup plus attirée par Emmanuel Macron que par Laurent Wauquiez, par le Front les National. Républicains. De l'autre côté, vous avez une gauche macroniste, on va dire, et une gauche plutôt mélenchoniste. Comment est-ce que vous arrivez à restructurer le système politique? Parce que c'est ça qui se pose. C'est la question de la restructuration. Il y a un groupe En Marche, un groupe central. Ce que veut Emmanuel Macron et ce à quoi il a tout intérêt, c'est que vous ayez d'un côté une droite plutôt dure, de l'autre une gauche plutôt dure, qui sont totalement incapables de s'entendre et qui du coup ne puissent pas opposer de nouvelles majorités démographiques à la majorité démographique qu'il a construite. On voit à l'image Marine Le Pen avec Sophie Montel, proche de Florian Philippot. Est-ce que Sophie Montel, c'est pas la première victime expiatoire de ce qui va se passer? Elle a été écartée. C'est une première étape. Pour avoir émis quelques critiques. Alors, au FN, on n'a pas trop l'habitude des critiques. Et elle avait notamment exprimé cette volonté peut-être d'infléchir, d'avoir un discours un peu moins anxiogène sur l'immigration. Or, c'est pas du tout la tendance qui se dégage en ce moment, notamment, par exemple, Nicolas Bay ou Gilbert Collard me disaient hier soir que, justement, l'immigration, c'était ce qui rassemblait et ce qui fondait le cœur du Front National, Sophie Montel, et donc elle a été écartée de la présidence du groupe Franche-Comté, je crois. Non, mais c'est pas les raisons pour lesquelles elle a été écartée. C'est pour avoir critiqué non, absolument la pas. ligne du parti. Non, on a des et puis voilà, au sein du Conseil régional, il y a des gens qui ont été exclus. Non, il y a des gens qui ont été exclus du Front National pour avoir tenu des positions qui n'étaient pas les nôtres. Elle leur a donné la parole et les a mis dans une situation de faire croire qu'ils représentaient le Front National. C'est ça qui a été sanctionné, c'est tout. Et d'ailleurs, la sanction, c'est simplement qu'elle soit plus présidente d'un groupe, puisqu'elle ne maîtrisait pas l'organisation du groupe. Et ce n'est proche parmi les proches de Florian Philippot. Et ce n'est qu'un hasard qu'elle soit proche parmi les proches de Florian Philippot. Surtout que Florian Philippot n'a pas beaucoup de proches dans le parti. Donc quand vous mettez sur la touche un de ses rares proches, c'est quand même un message politique extrêmement fort. Et d'ailleurs, plusieurs cadres me confiaient que Florian Philippot, ces derniers temps, essaye de rencontrer Marine Le Pen, tape à sa porte, qu'elle n'ouvre pas la porte, qu'elle essaye de caler des rendez-vous avec Marine Le Pen, que lui essaye de caler des rendez-vous, qu'elle annule au dernier moment. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez amusante. Il y a quelques jours, il a posté sur Twitter une photo de lui en train de travailler avec Marine Le Pen, où on voit marqué réunion de travail avec Marine Le Pen. La photo date de quand? Vous avez pu vérifier la date? Non, c'était une vraie photo. Une photo récente. Mais ce que me disait ce cadre du FN, c'était que si vous avez besoin de mettre sur Facebook, sur Twitter, partout des photos, ça va bien, c'est qu'il y a un signe de fébrilité. Et c'est vrai qu'il est dans une position extrêmement inconfortable. C'est vrai qu'elle lui ferme la porte aujourd'hui, Marine Le Pen? Aujourd'hui, Marine Le Pen ne ferme la porte à personne, on fait une réunion où on va tous parler. Mais est-ce que, par exemple, si vous lui demandez un rendez-vous, elle vous reçoit, contrairement au rendez-vous demandé par Florian Philippot? Je ne sais pas si Florian Par exemple, Philippot Nicolas Bay, regardez, Gilbert Collard l'ont eu beaucoup au téléphone. Des partisans d'une ligne complètement différente de celle de Florian Philippot. Philippe Olivier, son beau-frère aussi. Travaille avec elle à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Et alors ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire que jusqu'ici, Florian Philippot était avec elle au Parlement européen. Ils étaient 24 heures sur 24 ensemble, toujours ensemble. Là, aujourd'hui, la ligne directe, elle est coupée parce que Florian Philippot n'est pas à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas totalement exact. Son frère Damien, qui est sur une ligne qui est très proche, pour pas dire la même, travaille aussi à l'Assemblée nationale. Donc, je comprends l'idée d'en faire un problème de personne. Peut-être que des personnes qui incarnent une idée vont en tirer des conséquences, et j'ai pu entendre, comme vous, des propos très durs en disant si tel sujet est abandonné, j'en tire les conséquences. Donc ça, c'est le problème. Vous le vivez, vous, c'est le problème. Moi, je ne suis pas en position, je ne veux pas entendre des discussions sur lesquelles on connaît la conclusion par avance. La proposition que nous a fait Marine et celle que nous tenons aujourd'hui, c'est de parler de tous les sujets. Derrière, il y a un problème on doit respecter la démocratie aussi dans un parti. Lorsque les militants seront consultés
lorsqu'ils viennent et qu'ils nous exposent leur volonté, on doit la respecter. Si jamais je ne me sentais pas à l'aise sur cette volonté, dès lors que j'adhère à ce qui nous regroupe quand même tous, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que nous croyons qu'il existe un avenir à l'intérieur de la France et pas simplement dans l'Union européenne. C'est quand même ce qui unit Florian Philippot comme Nicolas Bay. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez encore des points communs. On a quand même un point commun essentiel qui est de croire que nous avons un avenir collectif en France. Dès lors qu'on considère que c'est ce qu'il y a de plus important, on peut se situer dans la minorité d'un parti. C'est pas un drame. Mais si dans la minorité vous êtes seul, c'est peut-être une minorité. Déjà, vous avez dit ils sont deux. Derrière, on n'est pas habitué, effectivement, à ce que le Front National ait des débats de cette nature aussi publiquement et finalement relativement apaisés. La dernière fois qu'il y avait eu ce genre de choses, ça s'est terminé par une sorte de crise terrible avec une scission. Je souhaite et j'espère et je crois que c'est pas ce que nous aurons à l'issue de ce débat. On a franchi des étapes. Il y a un échec, mais il y a en même temps 11 millions, 10 millions 600 000 Français qui ont voté pour Marine Le Pen. Donc c'est un échec dans une dynamique haussière. Donc là-dessus, on peut tous se retrouver pour un moment se dire collectivement, on va finir par arriver à porter l'idée essentielle qui est de dire que la France a un avenir, qu'ensemble nous pouvons faire un certain nombre de choses, porter ce projet de l'identité puis de la souveraineté. Je crois que c'est essentiel, ça nous réunit quand même. Derrière, c'est sur les modalités dont on veut le faire, c'est sur les priorités. Est-ce que c'est la souveraineté qui est plus importante? Est-ce que c'est l'identité qui est... Donc il y a des vrais débats, mais c'est des débats normaux dans toute grande famille politique. Florian. Oui, ça c'est intéressant parce que, au fond, ça montre qu'il faut savoir aujourd'hui pour le Front National dépasser sa marque Front National qui est au plafond de verre électoral. Et l'affaire Montel, en revanche, elle souligne un point, c'est que la politique c'est avant tout des symboles et que c'est un symbole, au fond, de l'isolation, au moins temporaire, de Florian Philippot. On va prendre les chantiers dans l'ordre, ceux que vous aurez à aborder. Il y a d'abord la question du changement de nom, il a été évoqué par Marine Le Pen, d'autres partis l'ont fait avant vous. Franchement, ça ne les a pas forcément aidés à se transcender. Ça ne sert à rien de changer de nom ? Ça ne sert pas à rien, c'est une vitrine, un nom, et il faut savoir ravaler la vitrine ou la façade pour présenter une nouvelle image. Mais, et M. Rivière le disait en commençant, ça ne peut pas être déconnecté du fond. Présenter une nouvelle façade qui serait au fond... qui servirait à cacher l'idéologie radicale précédente s'il y en avait une, ce serait une erreur parce que les Français ne s'y tromperaient pas. Et donc évidemment les débats de fond ont leur place et doivent être menés tout en même temps ou tout à côté de ce changement de nom qui au Front National enracine dans une histoire, dans un électorat qui doit pouvoir se retrouver dans le nouveau nom qui sera choisi. Si vous voulez, le nouveau nom, il n'aura d'importance qu'à condition que le Front National s'élargisse. Si jamais c'est simplement une sorte de nouvelle couche de peinture, ça ne changera pas grand-chose. Donc l'intérêt du Front National, c'est pas seulement de changer le nom, mais c'est également d'attirer éventuellement d'autres élus ou en tout cas de nouvelles couches de la population. Il y a deux gros problèmes aujourd'hui. Le premier problème, on ne sera sans doute pas d'accord, c'est plutôt un problème de leadership. Marine Le Pen a été plutôt bonne, on l'a oublié, dans la première partie de la campagne, dans les débats, etc. On l'a redit d'ailleurs. Voilà. Le débat du second tour lui a fait perdre le crédit qu'elle avait pu gagner, pour des raisons diverses, qui sont peut-être pas liées à sa compétence première, mais qui ont fait que malgré tout, ça a écorné dans l'opinion. Donc là, elle est remise en cause et il est important pour elle de présenter des gages. Florian Philippot fait partie de ces gages. Bon, le deuxième problème, c'est un problème de fond. C'est-à-dire que le Front National est devenu ce qu'on appelle en sciences politiques un parti attrape-tout. Ce qu'il a beaucoup reproché aux autres partis, mais qui est normal dès lors que vous voulez avoir une majorité démographique. Il faut aller chercher des électorats différents qui ont des intérêts différents, sinon vous ne pouvez pas gagner une élection. Et donc là, on ressent dans ce débat toutes les divergences qu'il existe entre ces électorats, qui n'ont pas les mêmes priorités. Il y en a celle sociale et du coup la souveraineté monétaire, parce que les deux questions sont liées, et de l'autre, ce sont les questions identitaires. Parfois, ces questions se rapprochent, parce que ces deux électorats ne sont pas opposés sur ces questions-là, mais la priorité qu'on y accorde n'est pas la même. L'intérêt du Front National, c'est de tenir les deux. Le risque actuellement, c'est que les prochains rendez-vous, pour le Front National, le risque, c'est que les prochains rendez-vous seront probablement des rendez-vous sociaux. Jean-Luc Mélenchon l'a bien compris, qui est aujourd'hui le principal concurrent du Front National dans le leadership de l'opposition. Quand il peste contre le drapeau européen à l'Assemblée nationale, il dit « le problème de l'Europe, c'est le problème de la réforme du Code du travail, je me trouverai aux côtés des travailleurs en septembre ». Ce que le Front National a plus de mal à faire,
Et tous ces problèmes aujourd'hui, tous ces questionnements sur l'économie et sur le rôle de l'euro, bien ne l'aident pas à avoir une présentation claire de sa position sur les questions sociales, qui est une question fondamentale pour une grande partie de son électorat potentiel. Oui. Pour conclure très rapidement sur le changement de nom, tout le monde au front a l'air plus ou moins d'accord, c'est très bien parti. J'ai rencontré personne qui m'avait dit non. Donc là, vous êtes plutôt sur la même longueur d'onde. Par contre, pour le nom, on ne sait pas trop ce que ça va être. On sait que ce ne sera pas les Patriotes déjà. Je ne suis pas certain que ce soit utile. Je pense qu'encore une fois, il faut vous êtes pas forcément... Non, je pense qu'il faut d'abord se préoccuper du fond avant de se préoccuper de la forme. Puis je vous donne des exemples. Le changement de nom, on peut le faire de façon professionnelle. Vous avez McDonald's, c'était rouge, c'est devenu vert. Ça a incarné un changement sans pour autant perdre cette marque. Oui. Non, mais c'est sans pour autant, je sais bien, mais c'est de la communication à un moment. Vous avez la même chose avec encore une drôle de référence, Coca-Cola, qui était perçu comme étant quelque chose qui fait grossir les gens et qui n'était pas une bonne boisson, c'était l'impérialisme américain. Ils ont décliné ça avec différentes façons. Vous avez le Coca-Cola Light, le Coca-Cola Zéro. Donc le problème, c'est que je crois que le Front National est une marque très forte, ancrée avec énormément de symboles pour les Français. L'abandonner, ne pas l'abandonner, ça doit être une réflexion. Marine Le Pen dit quand même que c'est une marque qui ne réunit pas autour d'elle. En tout cas, qui n'est pas susceptible de dépasser ceux qu'elle a réussi à réunir jusque-là. Ouais, mais toute la question, c'est comment on dépasse. Est-ce qu'on revient sur une ligne plus conservatrice ? Est-ce qu'on reste sur la ligne Philippot, finalement ? Dans les deux options, on a du mal à voir comment le FN pourrait exploser ce socle très solide. Puisque vous parliez de fond, une question de fond, c'est celle de la sortie ou non de l'euro. L'euro, c'est sûrement quelque chose d'important, mais par rapport à la subversion migratoire, par rapport à l'état d'urgence, à la sécurité, au terrorisme, c'est une petite question parmi d'autres. Alors il faut la traiter, mais moi je pense que le débat sur cette question-là, il doit s'ouvrir et s'élargir. C'est pas l'euro. C'est quelle Europe nous voulons pour demain. La souveraineté monétaire, c'est un vrai sujet. Moi, je considère que l'euro, c'est la monnaie des banques, c'est pas la monnaie du peuple français, c'est pas la monnaie qui nous a permis de réussir d'un point de vue économique, c'est clair. Maintenant, les Français ont fait un choix. Est-ce qu'il faut attendre que l'euro s'écroule pour proposer une autre solution ? Peut-être. Ça fait partie des sujets que nous allons évoquer tout à l'heure. Est-ce que cette sortie de l'euro doit rester la pierre angulaire du projet et donc du projet à venir ? Écoutez, j'ai une fille. La question que je ne veux pas me poser, c'est de savoir si ma fille va devoir acheter une burqa en euros ou en francs. C'est décidément des comparaisons c'est parce que c'est particulières. Significative. Et la question est de savoir qu'elle ne veut pas qu'elle achète de burqa. Donc la question de l'identité me paraît plus forte. Pardonnez-moi, que la question quel est de le la rapport avec la sortie de l'euro ? Pour vous donner la question de savoir est-ce que vous voulez qu'elle achète une burqa ou en francs ou en euros, pose la question de la sortie de l'euro, c'est-à-dire est-ce qu'on passe à une nouvelle monnaie, est-ce qu'on fait quelque chose de différent avec l'euro ? C'est une question qui m'apparaît secondaire par rapport à la question de l'identité. Et la question de l'identité, c'est la submersion migratoire, comme le disait Louis Alliot, que vous montriez à l'instant. C'est la question de l'islamisation de notre société, qui est une question qui me paraît éminemment importante chez nos militants. Sauf que Marine Le Pen expliquait quand même qu'il n'était pas possible de mettre en place 70% de son programme si on ne sortait pas de l'euro. Donc vous vous retrouvez quand même aujourd'hui dans une situation difficile. Ouais. Et d'ailleurs, Marine Le Pen nous le disait, je me rappelle, lors d'un débat avant en off, elle nous disait, mais comment vous voulez, c'était avant qu'elle revienne qu'elle commence à revenir sur cette question de l'euro, elle nous disait, mais comment vous voulez qu'on change, qu'on infléchisse pendant des années, on a dit aux Français, il faut sortir de l'euro, c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre en place nos réformes. Aujourd'hui, on ne peut pas changer, leur dire, on vous a dit des bêtises pendant des années, ça va être très compliqué ça. Le FN a été un peu tué par ce débat ? Par le débat sur la sortie de l'euro. Si vous voulez, c'est un débat assez complexe parce que la majorité des Français ont peur en fait d'une sortie de l'euro et donc pour le Front National, il est tentant de dire ne sortons pas de l'euro et les choses seront plus simples. Le problème, c'est que pour Marine Le Pen et le Front National, ça pose un certain nombre de problèmes. Premièrement, un problème de cohérence. Pourquoi est-ce qu'on l'a proposé et qu'aujourd'hui on ne le propose plus ? Deuxièmement, un problème économique parce qu'en effet, le programme économique, qui est un programme plus social, plus étatiste, n'est pas possible dans le cadre actuel de l'euro. Donc est-ce qu'il faut revenir à un FN libéral ? Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour attirer la population, enfin les populations plutôt ancrées à gauche, d'ouvriers, etc., qui sont l'une des seules partie de la population à avoir voté majoritairement Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Donc là, il y a qu'on peut considérer comme un socle électoral. Un socle électoral important qui pourrait être perdu, notamment au profit de Jean-Luc Mélenchon. Et troisième question, un problème de positionnement. C'est-à-dire, encore une fois, je reviens sur ce que je disais, dans les débats sur le code du travail, comment est-ce qu'on se positionne ? Emmanuel Macron, sa ligne idéologique, son épine dorsale, c'est l'Europe. Il l'a dit, il l'a mis en scène, il l'a répété. Tout ce qu'il va faire dans les prochaines années, que ce soit en matière d'immigration
ou en matière économique, va être porté Ça passera à travers ce l'idée- prisme. Voilà, va être porté par cette idée de construisons l'Europe. Si le Front National loupe ce débat et dit oui, nous on n'est pas tout à fait pour une Europe, etc., il perd de clarté dans sa positionnement et du coup, eh bien, il se met en danger d'être doublé par un autre parti qui se voudrait l'opposition officielle. Le responsable des questions économiques auprès de Marine Le Pen dit économiquement on a raison, mais on s'est rendu compte qu'on avait eu politiquement tort. Là encore, on est sur des questions de gestion d'image après une déconvenue et un échec électoral. Bien sûr. Et surtout, on a vu ces dernières années Marine Le Pen avoir beaucoup de mal à faire passer ses messages sur cette thématique aux Français. Ça n'imprime pas dans l'opinion. On s'en est rendu compte et il s'agit aujourd'hui pour l'état-major du Front National de dire on en tire quelles leçons, qu'est-ce qu'on fait. Par ailleurs, je ne crois pas que les Français se disent si le Front National changeait de position sur ce sujet ou ne l'abordait plus, qu'est-ce qu'il en a été des débats passés. Non, ce qui intéresse l'opinion publique française, c'est ce qui va se passer à droite maintenant. comme à gauche d'ailleurs, c'est quel est le cap pour les années qui viennent et c'est ce à quoi le Front National aura à répondre dans ces journées de réflexion commune. Autre coup dur qui vous a touché, c'est la mise en retrait de Marion Maréchal Le Pen, qui était populaire parmi vos électeurs. Deux sujets, je voulais quand même répondre à deux éléments. Le premier qui concerne, ça fait plusieurs fois que vous expliquez qu'il y avait une porosité entre l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et celui de Marine Le Pen. Ah, ça c'est bien sorti au premier tour. La réalité des sondages, notamment les sondages sortis des urnes, les sondages jour de vote qu'on a pu voir, la porosité est extrêmement faible, c'est moins de 17%, quand la porosité avec l'électorat des Républicains est infiniment plus importante pour atteindre plus de 50%. C'est pourtant bien sorti au premier tour. Non, mais la réalité, elle est sondagère. Je veux dire, un sondage sorti des urnes, vous voyez les choses. Donc, que derrière, sur le discours, il y a un sentiment, une impression, elle ne se trouve pas dans les faits. Donc vous dites qu'il faut parler aux électeurs de droite qui sont plus susceptibles de venir chez nous qu'aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il faut parler à tous les Français. Sur la ligne de Marion, du coup. Oui. Mais le risque, en fait, le vrai risque, c'est celui de la régression. C'est-à-dire que si le FN revient sur cette ligne un petit peu droitière, plus conservatrice, et qu'il régresse, ça posera problème, parce que finalement, Florian Philippot, il a quand même obtenu de sacrés résultats, finalement. Mais pas régresser, encore une fois. En termes entre les de deux tours de l'élection présidentielle, il y a eu une vidéo qui s'est adressée aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas eu de vidéo qui s'est adressée aux électeurs de François Fillon. C'est une erreur de stratégie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'adresser aux électeurs de la France insoumise. Après tout, si marginalement un certain nombre d'entre eux peuvent venir nous rejoindre, c'est une excellente chose. En revanche, on ne peut pas ne pas prendre en compte le fait que la plus grande porosité, elle est des électeurs des Républicains, des électeurs de droite, donc pas le parti lui-même, mais de ces électeurs qui peuvent naturellement venir voter pour nous, et en tout cas nos électeurs qui aussi, lorsque nous ne sommes pas présents, portent leur voix sur des électeurs LR. Et pour répondre sur l'Europe, on ne change pas sur l'Europe. L'Union européenne est un échec absolu. Nous continuons à penser qu'il faut une Europe des nations, c'est-à-dire une Europe qui réunit des États souverains. Derrière, le problème de l'euro est un débat très technique sur un point particulier. Si nous voulons une Europe des nations, c'est que, par exemple, nous souhaitons simplement que la loi nationale soit prioritaire par rapport aux droits des traités. C'est une inversion des priorités dans la Constitution que nous souhaitons proposer au peuple français. Une fois que vous avez cette inversion des priorités, la question de l'euro, elle se résout très simplement. La difficulté, c'est que nous sommes rentrés dans un débat très technique qui fait peur. Donc on ne change pas de position, on reste pour une Europe des nations, nous récusons la construction de cette Union européenne fédéraliste, et ça, nous aurons ce débat très clair, et qui nous réunit tous pour les élections de 2019 sans aucune difficulté. Il nous reste très peu de temps, j'ai une dernière question. On parlait du futur nom du parti. Est-ce qu'aujourd'hui, le nom Le Pen est un obstacle pour le Front National ? Il ne peut pas le changer déjà. Oui, c'est ça. Non, mais ce qui veut dire, on parlait du leadership, est-ce que Marine Le Pen est encore un bon leader pour le Front National pour les prochaines échéances électorales? Pour ce qui me concerne, j'ai aucun doute, et je vous dis, je me situe dans cette je fais le parallèle avec Jacques Chirac en 1988, juste sur la situation, pas sur les personnes, ni sur le fond des convictions. C'est qu'encore une fois, en 1988, on se posait la question de remettre en cause Jacques Chirac. Il est resté à la tête de son parti en offrant une alliance qui lui a permis d'être président de la République. Je suis convaincu que Marine reste aujourd'hui la meilleure candidate pour porter nos idées à la présidence de la République dans 5 ans. Vous l'appelez par son prénom. Merci beaucoup à tous les quatre. Vous restez avec nous, évidemment, sur LCI. Parce que l'info ne s'arrête jamais,